Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, tu l'as sûrement vu dans le titre, on va parler du syndrome du sauveur et de son lien très étroit avec la dépendance affective. Qu'est-ce que le syndrome du sauveur ? Quel est son lien exact avec la dépendance affective ? Comment on peut en sortir, mais surtout comment on peut l'identifier ? Et quelles sont ses conséquences au sein de nos relations. C'est donc le sujet du podcast d'aujourd'hui. J'avais envie de vous parler du syndrome du sauveur parce que j'ai été dedans, mais aussi et surtout parce que je pense que ça touche toutes les femmes qui sont dans la dépendance affective. Et c'est un sujet que je ne peux pas ignorer et dont je n'ai pas encore assez parlé sur cette chaîne de podcast. En tout cas, j'en ai pas dédié un épisode, alors que ça fait longtemps que je connais très bien ce syndrome et que j'avais envie de vous en parler. Le syndrome du sauveur, vous en avez déjà peut-être entendu parler, c'est cette manière qu'on va avoir de vouloir sauver les autres, de vouloir guérir les autres, d'être là pour eux, d'avoir le sentiment qu'on peut changer quelqu'un. On va même se diriger vers des personnes dans nos relations qui vont être dépendants à quelque chose. Je pense à l'alcool, à la drogue. Des personnes qui vont être un petit peu torturées, qui elles-mêmes vont avoir des problèmes dans leur vie. Et c'est ce qui va nous toucher. On va avoir l'impression que la personne a une histoire, qu'on aime les personnes qui ont des blessures, des cicatrices pas tout à fait cicatrisées. Et on va vouloir être les personnes qui vont avoir ce rôle-là dans leur vie. Ce qui se passe, c'est que dans la dépendance affective, ça va en fait venir appuyer sur des croyances qui ne vont pas nous aider, dans le sens où si on croit que c'est en étant le super-héros de quelqu'un qu'on est aimé, on se trompe déjà. Parce qu'on n'est pas censé devoir faire des pieds et des mains pour être aimé par quelqu'un. Et c'est vraiment un trouble, j'allais dire, que je vois chez mes clientes et donc que j'ai vu chez moi aussi, notamment en thérapie. C'est que j'avais ce syndrome du sauveur, j'avais un besoin viscéral d'être la personne qui allait aider parce que ça me permettait de me sentir utile et j'irais même plus loin, ça me permettait de me sentir vivante. C'est-à-dire que c'était aussi le seul moyen, en tout cas c'est ce que je croyais, le seul moyen pour moi d'être aimée par quelqu'un. C'est-à-dire que je ne pouvais pas juste être Oria, il fallait que je sois la super-héroïne de la vie de la personne que je rencontrais. Et donc je me suis retrouvée dans des situations où j'étais avec des personnes qui avaient vraiment de gros problèmes et donc je pouvais me mettre dans des situations moi-même pas très sympa pour moi, voire même me mettre en danger. Mais je pouvais aussi me mettre dans des situations où je me faisais tellement passer, j'allais dire au second plan, mais c'était même au 3e, 4e, 5e plan, qu'en fait je n'avais plus de temps pour moi, de temps pour m'occuper de moi. Je me retrouvais dans des situations où je pouvais m'engueuler avec mes amis parce que en fait je prenais le temps pour, franchement je vais vous dire ça, mais pour faire le CV de quelqu'un, pour essayer de trouver du travail à une personne qui était à ce moment-là chère à mon cœur. Bref, je voulais sauver l'autre par tous les moyens. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai découvert il y a quelque temps que j'étais ce qu'on appelle un enfant thérapeute grâce à ma grande sœur qui est formée aujourd'hui en psychogénéalogie et donc je suis un enfant thérapeute. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est pas mon domaine donc je vais essayer de vous expliquer en quelques mots. C'est que mon contexte de naissance fait que j'ai été là d'une manière ou d'une autre pour guérir quelqu'un ou quelque chose ou une situation. Et donc, c'est souvent le cas, les enfants thérapeutes deviennent des adultes qui ont un syndrome du sauveur, puisqu'on prend la responsabilité sur nos épaules d'être la personne qui va sauver les autres. Parce que je suis née en étant l'enfant qui allait, dans mon cas, sauver une situation, ou en tout cas restaurer une situation. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet.
parce que c'est hyper intéressant et parce que ça m'a permis aussi de mettre encore plus de conscience sur ce syndrome du sauveur qui m'a vraiment hantée pendant plus d'une vingtaine d'années. Dans le syndrome du sauveur, il va y avoir aussi un lien très fort, puisqu'il y a un lien avec la dépendance affective, il va y avoir le lien avec la blessure d'abandon. Et derrière la blessure d'abandon, le besoin de se sentir exister, le besoin d'être validé par l'autre. L'autre avec un grand A, qui peut être une personne dans votre relation amoureuse, mais aussi bien dans votre famille ou auprès de vos amis. Derrière le syndrome du sauveur, il y a tout ce côté où on va faire des choses pour l'autre, et c'est très souvent dans l'action d'ailleurs, aussi bien des choses très simples comme je vais être à ton écoute et je vais te donner des conseils, jusqu'à, comme je vous le disais, des situations où on peut se mettre en danger émotionnel ou physique, et clairement où c'est pas notre rôle, et très souvent même où la personne ne nous a rien demandé. Mais on va le faire parce qu'en fait, on a peur d'être abandonné par l'autre. Et il y a une forme de manipulation très inconsciente parce qu'en fait, on se dit, si je fais tout ça pour l'autre, alors il va m'aimer. Si je fais tout ça pour l'autre, il me sera redevable émotionnellement. Et donc, il va me trouver génial. Il va forcément voir que je suis une personne formidable. Il va voir mes qualités. Et on a le sentiment de montrer à l'autre tout ce qu'il pourrait avoir s'il est dans une relation engagée et engageante avec nous. Mais en faisant ça, on vient aussi guérir une part de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que quand on a vécu une blessure d'abandon, qu'elle soit stricte ou que ce soit un syndrome d'abandon, alors on va avoir besoin de se guérir. Et donc, on va se donner l'impression qu'on est aimable. Aimable dans le sens être aimé. On peut être aimé. Donc, on va avoir besoin de se sentir exister à travers le regard de l'autre et la validation de l'autre. Si tu m'aimes, ça veut dire que ce que j'ai fait pour toi t'a donné envie de m'aimer. Donc, on rentre dans un cercle vicieux où on va faire encore plus de choses pour l'autre, qui, je vous le rappelle, le plus souvent ne nous a rien demandé. Dans des cas extrêmes, en fonction des profils de personnes qu'on va rencontrer, qui pourront au fur et à mesure profiter de ça. Mais c'est très humain, malheureusement. Plus une personne vous donne quelque chose, plus vous savez qu'elle va vous le donner facilement, plus vous allez profiter de la situation. Mais au départ, et ça, je vous demande vraiment de faire attention, est-ce que vraiment je fais ça dans une intention où ça me fait vraiment plaisir de le faire, ou est-ce que je me fais croire que ça me fait plaisir de le faire parce que je sais que la personne va m'aimer plus si je le fais. Et très souvent, et ça encore une fois c'est sans jugement parce que j'ai été cette personne-là, on se fait croire que c'est dans notre caractère, que c'est notre générosité, notre bienveillance, notre envie de faire plaisir à l'autre, alors que derrière toutes ces actions-là se cache véritablement un énorme syndrome du sauveur, une grosse blessure d'abandon et donc la dépendance affective. Donc c'est hyper important de se dire qu'à ce moment-là, en fait, on met tous ces mécanismes en place pour guérir notre enfant intérieur, donc guérir une part de nous-mêmes, alors que clairement, l'adulte qu'on est aujourd'hui n'a plus besoin de ces mécanismes-là. Sauf que vous gérez vos relations avec les autres, avec l'enfant que vous étiez, grâce ou à cause de l'enfant que vous étiez. Mais aujourd'hui, l'adulte que vous êtes n'a plus besoin de ces mécanismes-là. Sauf que l'adulte en question n'a pas eu le temps d'apprendre à gérer ce syndrome du sauveur. Il n'a pas eu le temps d'apprendre comment gérer ses relations. Donc, il y a tout ce mécanisme-là, on va le détailler ensemble, qui va en fait vous permettre de survivre à cette blessure d'abandon. Ça paraît un peu fou dit comme ça, même quand je le verbalise alors que c'est mon métier et que j'en parle extrêmement souvent dans ma vie. C'est quand même un mécanisme qu'on a besoin de conscientiser pour pouvoir comprendre avec quelle intention on fait les choses. Plus vous allez mettre de la conscience dans vos actions,
plus il sera facile pour vous à terme de guérir de ça. Si vous ne mettez pas de conscience et si vous ne comprenez pas les intentions avec lesquelles vous faites les choses, ce sera plus difficile d'être dans un processus de guérison, puisque la prise de conscience n'est pas la guérison, je le rappelle, mais la prise de conscience va permettre de démarrer le processus de guérison. Donc, ce syndrome du sauveur, il est important de le conscientiser. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont dans un syndrome du sauveur, mais qui l'ignorent. Et donc, ça les dessert complètement parce qu'elles confondent générosité et syndrome du sauveur. Je sais que je parle beaucoup des relations amoureuses, que ce soit dans mon métier, sur Instagram, sur cette chaîne de podcast, mais je vous invite vraiment à regarder avec qui vous avez ce syndrome du sauveur-là. Pourquoi je précise ? Parce que j'ai autour de moi des personnes qui vont avoir un fort syndrome du sauveur avec leurs parents, ou avec leurs frères et sœurs, ou avec leurs amis. Parce qu'en fait, c'est pas propre à un type de relation. Quand on a le syndrome du sauveur, heureusement ou malheureusement, il est présent dans tous les types de relations. Donc, pour sortir du syndrome du sauveur, il y a la conscientisation, mais il y a aussi tout un travail autour de la blessure d'abandon, et c'est inévitablement, et ça je ne le répéterai jamais assez, il y a besoin d'un travail autour de l'estime de soi. Parce qu'en fait, c'est là aussi la source, c'est que la blessure d'abandon implique une faible estime de soi pour plein de raisons. On verra ça dans un autre épisode de podcast probablement. Mais quand on est dans des actions perpétuelles pour que les autres nous aiment, c'est bien qu'on a la croyance que par qui on est dans notre essence n'est pas suffisant pour être aimé. Et si on pense que nous ne sommes pas suffisants pour être aimés, alors il est important de venir restaurer notre estime de nous-mêmes. Donc, comme dans tous les domaines que j'aborde autour de la dépendance affective, ça va être hyper important de commencer un travail de prise de conscience. Et parfois, ça peut être assez difficile de le faire par soi-même parce qu'on n'a pas le recul nécessaire pour prendre conscience des choses. C'est-à-dire que être un sauveur, c'est tellement devenu notre identité qu'on a du mal à voir que ce n'est pas de la générosité. Je vais prendre 2 minutes pour vous parler du triangle de Karpman, parce que parler du syndrome du sauveur sans parler du triangle de Karpman, il y a un manque, très clairement. Donc, le triangle de Karpman, qui est aussi appelé le triangle dramatique, c'est un triangle qui, dans chaque coin du triangle, vous avez le sauveur, qui est donc très probablement votre place si vous écoutez ça, la victime, et vous avez le bourreau. Et en fait, on est tous dans nos relations à une place. Ça peut paraître terrible, mais c'est réel. Donc le tout, c'est vraiment de prendre conscience de où se trouve notre place et à quel moment dans les relations. Parce que y a aussi un équilibre, évidemment, à trouver. Mais quand on se retrouve dans la position du sauveur, on est dans une dynamique où on peut rabaisser les capacités des autres, dans le sens où on va vouloir faire à leur place. Et c'est hyper inconscient, mais c'est réel. On va souvent intervenir sans que personne ne nous le demande. On va être dans une dynamique de « mais laisse-moi t'aider, je vais le faire ». Et on va avoir besoin d'être serviable pour se valoriser nous-mêmes. Donc quand aussi vous voyez qu'il y a des personnes qui sont dans cette attitude-là, demandez-vous où vous vous trouvez à ce moment-là. Vous pouvez être donc en position de victime. Donc la victime, c'est la personne qui va se rabaisser elle-même. Et très 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 souvent, quand on est dans la dépendance affective, on oscille entre ces deux points-là, entre le sauveur et la victime. On est beaucoup moins souvent bourreau, mais je vais aussi vous en parler pour que vous puissiez voir où vous vous situez, où les personnes de votre entourage se situent. Donc la victime, elle va avoir tendance à se rabaisser elle-même. Elle va souvent se sentir hyper impuissante, elle va se plaindre, elle va être dans
discours de j'y arriverai pas, de toute façon c'est toujours à moi que ça arrive, et va éviter de prendre des responsabilités pour se dévaloriser. Donc en fait on va avoir chez le sauveur une espèce de dynamique un peu ambivalente entre la victime qui va beaucoup se dévaloriser et qui va tout faire en fait pour se valoriser, et le bourreau qui va en fait rabaisser la valeur des autres, qui lui va être dans la critique, dans le jugement, dans le dénigrement, dans le c'est ta faute, tu vois t'as fait n'importe quoi. Et c'est des personnes qui vont avoir tendance à être beaucoup plus dans la manipulation, hein, mais encore une fois, ça c'est sans jugement, c'est-à-dire que chacun est à une place pour une raison bien précise, parce qu'elle va avoir besoin de se valoriser. Vous remarquerez, hein, les personnes qui sont beaucoup dans le jugement, beaucoup dans la critique, c'est pas des personnes qui sont sûres d'elles, c'est des personnes vraiment qui vont jouer un rôle de personne qui est hyper confiante, pour justement avoir le sentiment de se valoriser, mais c'est des personnes, je vous assure, qui sont extrêmement insécures. Voilà. Donc ne croyez pas que vous êtes moins bien que quelqu'un qui a ce comportement-là, parce que très souvent, elle est encore plus insécure que vous. C'est juste que son mécanisme de survie est celui-là aujourd'hui. Donc, pour en revenir au triangle de Karpman, vous avez donc le bourreau, le sauveur et la victime. Et le syndrome du sauveur, comme son nom l'indique, on est dans le sauveur. Mais on va vouloir tout faire pour les autres, on va complètement s'oublier, on va s'abandonner pour faire plaisir à l'autre, pour qu'il nous aime. C'est pour ça que ce syndrome du sauveur, il est vraiment étroitement lié à la dépendance affective, où on est dans un abandon de soi, qui est très clair, et où on va tout faire pour l'autre. Mais encore une fois, j'y reviens, je vous le dirai pas assez, mettez beaucoup de conscience dans tous les actes que vous faites pour les autres, notamment si vous êtes dans la dépendance affective. Je m'adresse pas aux personnes qui en sont sorties, parce que en fait, quand on commence à sortir de ce triangle-là et qu'on n'est plus dans la position du sauveur, alors on n'a plus du tout les mêmes mécanismes. Et on est dans un rapport beaucoup plus sain à l'autre, où quand on fait quelque chose pour l'autre, on n'est plus du tout dans une intention particulière. On ne recherche pas ni la validation, ni quoi que ce soit derrière. Mais quand on est dans la dépendance affective et qu'on est dans ce syndrome du sauveur-là, c'est hyper important. En tout cas, ça a été le début de mon travail à moi, quand j'ai compris que j'étais dans cette dynamique-là. Et je vous assure, hein, que prendre conscience de ça, ça m'a pas fait plaisir du tout, parce qu'en plus, j'avais le sentiment que si je ne devenais plus la sauveuse des gens, ça voudrait dire de moi que je ne suis plus quelqu'un de gentil, que je suis plus quelqu'un de dévoué, que je suis plus quelqu'un de généreux, que j'aide plus les gens. Et donc du coup, je me sentais plus utile. Là, rien que de vous le dire, je ressens l'enfant à l'intérieur de moi, ou la moi adulte, hein, qui a ressenti ça à ce moment-là, où je me suis dit, mais si je suis plus utile pour les autres, c'est quoi mon rôle dans cette vie en fait ? Et inévitablement, et ça de toute façon, je m'en suis jamais cachée, et je pense à tous les coachs de ce monde, les vrais coachs, hein, j'entends, les coachs qui font ça vraiment pour aider les autres profondément, on vient tous guérir une part de nous-mêmes. Donc moi, en fait, j'ai transféré mon syndrome du sauveur. Enfin, je me suis guérie d'abord, et aujourd'hui, en fait, j'ai pu mettre mes qualités qui se sont construites, hein, autour du syndrome du sauveur et de la dépendance affective, à profit des personnes que j'accompagne, puisque ça me permet de me sentir utile, mais sans attendre la validation de mes clientes, évidemment. Donc, prenez le temps d'observer quelle est votre intention quand vous faites quelque chose pour quelqu'un. Et arrêtez de vous mentir en vous disant « mais ça c'est parce que je suis sympa en fait, hein. » Et j'en doute pas, vous êtes sûrement très sympa, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas en tout cas pour ne pas être dans le syndrome du sauveur. Et de toute façon, c'est le premier exercice à faire, mais dans tous les domaines et dans tout ce que j'aborde, et dans tout dans votre vie, que vous soyez dans la dépendance affective ou pas, dans le syndrome du sauveur ou pas, et que vous soyez juste là en train d'écouter mes épisodes de podcast. Le premier pas sur le chemin de la guérison, c'est d'abord l'observation. C'est en fait apprendre à se connaître, c'est-à-dire quels sont mes mécanismes, qu'est-ce que je fais et dans quelle intention, où sont mes blessures,
où sont mes qualités, comment j'arrive à me reconnaître en tant que personne, est-ce que je sais ce que je nourris dans une relation, est-ce que je sais qui je suis en tant qu'individu, en tant qu'homme, en tant que femme. Parce qu'en fait, il n'y a que de cette manière-là que vous allez pouvoir, au-delà de la guérison, être dans une véritable conscience de vous-même et donc réussir à devenir qui vous avez envie d'être. En fait, comment je peux devenir qui j'ai envie d'être ? Déjà sans l'identifier, la personne que j'ai envie d'être, mais surtout sans savoir où j'en suis aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment, vivement et avec beaucoup de conscience à vous observer et à observer comment se manifeste ce syndrome du sauveur-là. Avec qui, comment et pourquoi. C'est hyper important, pour vous en tout cas, de commencer à vous poser la question. Très souvent, et surtout pour les personnes qui m'écoutent, ça va être dans des relations de dépendance affective. Qu'est-ce que je fais ? Quelles actions je mets en place pour que l'autre m'aime ? Et ça ne veut pas dire, je fais toujours la précision, mais que quand on est dans une relation, évidemment qu'on fait des choses pour l'autre. Évidemment qu'on fait des choses désintéressées, des choses qui nous font plaisir. On fait des compromis aussi, et non pas des sacrifices, s'il vous plaît. Faites la différence entre les deux. On fait des compromis pour que l'autre se sente bien. Par contre, la différence, c'est qu'on ne s'oublie pas, on ne s'abandonne pas. Mais c'est différent d'être dans une relation saine et équilibrée où nous, on va faire des choses pour l'autre et l'autre va faire des choses pour nous, et ça en toute conscience et en plein équilibre, que nous faire 90% du travail dans une relation et compenser ce que l'autre ne fait pas, juste pour que l'autre nous aime et pour tenir la relation à bout de bras. Donc, faites attention à ce que vous faites et à comment vous le faites et à pourquoi vous le faites. Je vais vous laisser là-dessus, sur ces pistes de réflexion. N'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram, oria.coaching, si jamais vous avez envie d'échanger, si vous avez des questions, si vous avez même des critiques constructives, parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste et on a tous notre perception aussi de ce sujet-là. Ce que j'expose sur mon épisode, ma chaîne de podcast, c'est ma vérité, c'est mon expérience, mes connaissances, mais je suis ouverte à tout débat et à toute conversation constructive à ce sujet. Prenez soin de vous avec tout mon amour et à la semaine prochaine.